Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Madame Gisèle Mandela. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Merci d'avoir accepté une deuxième fois notre invitation ici en France. Comme quoi on s'intéresse aussi à ce qui se passe à nos frontières et notamment en Belgique. Comme je vous l'ai dit par téléphone, j'étais impressionné avec cette idée que vous avez pu avoir. Donc, c'est une sorte d'alerte dédiée à la condition de vie de la femme et notamment ici en Europe et le cas de la Belgique. Il faut bien préciser à notre auditoire avant tout que Madame Gisèle Mandela, ancienne secrétaire d'État aux familles et aux personnes handicapées, ancienne parlementaire et municipaliste. Je vais y arriver. Écoutez, avant tout, j'espère bien que vous supportez bien, ainsi que vos proches, et avec cette période de Covid-19. Dans un premier temps, comment ça se passe, le déconfinement en Belgique, ou le cas de la France? Je veux d'abord vous remercier pour l'invitation et avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont quitté ces bas mondes à cause du coronavirus et aussi saluer en tout cas partout dans le monde, j'ai vu en France, tout comme en Belgique, en tout cas tous les personnels de santé, des premières lignes, les caissières, les pharmaciennes, qui ont été là vraiment pour travailler, qui ont travaillé sans relâche pour essayer d'aider, de soigner les malades. Et vraiment, je voudrais les remercier. Mais au niveau de la Belgique, le déconfinement se passe tout doucement. Nous sommes en phase 3 des déconfinements, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui recevoir 4 personnes de la même famille et garder les mêmes personnes pour les visites réciproques. Et alors on est passé aussi, bon, les magasins n'ont pas été fermés. Aujourd'hui, l'école reprend tout doucement, mais pas pour tout le monde. L'école reprend pour les primaires, la semaine prochaine pour les maternelles finalement, et alors pour les élèves qui sont en terminale et ceux qui passent d'un cycle à un autre. Donc le déconfinement s'est fait partiellement. Je pense que pour l'ORECA, ça va se faire aussi bien sûr en mettant en place toutes les mesures de sécurité, des distanciations sociales avec peut-être des plexiglas et tout. Et les magasins ont réouvert. Tous les magasins en Belgique ont réouvert depuis... ça s'annonce bien, autrement dit. Donc. Ça s'annonce bien. Pardon? Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien, mais attendons de voir avec le fait qu'on a déconfiné partiellement si le coronavirus ne va pas revenir. Bon, c'est que j'espère en tout cas. Mais en tout cas, on prend les précautions nécessaires pour pouvoir permettre ce déconfinement petit à petit. L'intervention de ce jour concerne cette journée aussi de la femme, mais ce qui m'interpelle, c'est votre pertinence et aussi sur votre vision de la chose d'une manière minutieuse, voilà. Et notamment d'évoquer un certain nombre de problèmes, et vous avez évoqué selon votre page Facebook, il faut dire les choses telles qu'elles sont, chose que j'ai partagée volontiers, parce que vous avez évoqué un problème mal connu, peut-être mal traité aussi, donc on parlera davantage par rapport à cette notion de la protection hygiénique des femmes et ses répercussions, soit sur le plan sanitaire, soit sur le plan, bien entendu, social et intégrité féminine. Dans un premier temps, vous savez, comme tout le monde, le Covid, comme je l'ai dit toujours, dans le Covid, il y a le vide. Et ce vide, il est tellement important qu'il peut toucher aussi la femme. Et c'est ce vide-là qui est pesant, qui a duré longtemps, qui risque encore de durer un certain temps. Est-ce que la femme subit dans un premier temps sur elle-même, on a constaté ici en France, j'ai évoqué ça avec
des personnes dans le domaine, hein, des spécialistes dans le domaine, sur la violence conjugale, sur la maltraitance des enfants et notamment des filles. Et aussi, tout ça, ça montre qu'il y a un climat qui est malsain dans un moment de confinement. Est-ce que c'est le cas aussi en Belgique? Et comment ça se traduit sur le terrain auprès des services sociaux? Mais voilà, vous avez vraiment mis le doigt sur un point très très crucial. En effet, avec les confinements, ben, on a vu qu'il y a une augmentation de cas de violence conjugale, des maltraitances d'enfants. Mais bon, voilà. Et au-delà de ces maltraitances-là ou de cette violence-là, il y a une autre forme de violence qui est là aussi, une violence par rapport à la femme dans le cadre d'inégalités salariales. Aujourd'hui, avec les Covid, on sait que la plupart des travailleurs ont perdu leur travail ou ont été en ce qu'on appelle en chômage temporaire et avec une perte de revenus plus ou moins de 30%. Et par rapport à cela, bah, les hommes comme les femmes, ce sont les femmes qui, comme d'habitude, vont encore être plus touchées par rapport à ça, et particulièrement encore les familles monoparentales. Et donc voilà, et par rapport à ça, mais les femmes doivent faire des choix, soit en cherchant plutôt à manger plutôt qu'à acheter des produits qu'on pourrait qualifier de seconde nécessité alors que elles en ont vraiment besoin. Et sur le plan social, comme je vous le dis, ça crée des frustrations. Mais bon, voilà, c'est très compliqué et on en parle très peu. Donc, je Oui. vous parlais de la précarité salariale. Cette précarité salariale, même en temps normal, conduit des femmes à faire des choix et des choix qui ne devaient pas se faire. Donc, par exemple, le problème dont j'ai parlé, de la précarité menstruelle, c'est-à-dire le manque de moyens pour s'acheter des protections hygiéniques quand elles ont leurs règles, appelons les choses comme elles sont, quand elles ont leurs règles. Et donc, avec la période des confinements, ces problèmes s'accentuent. On le verra bien qu'elles vont faire le choix d'acheter plutôt à manger, des produits de première nécessité. Maintenant, c'est le gel, c'est le savon. Et donc, elles vont elles vont faire fi en fait de leurs problèmes de santé pour pouvoir préserver en fait peut-être comment dire, le bien-être de leurs enfants ou de leur famille. Donc voilà, c'est pour cela en fait dans les cas de cette journée du 28 mai qui était la journée de l'hygiène de protection hygiénique, et donc j'ai voulu quand même attirer l'attention parce qu'on en parle très peu et en étant sur le terrain, en discutant avec des femmes qui sont dans la précarité, donc voilà, ces problèmes revenus, on en a parlé, c'est pour cela que je ne pouvais pas taire ça et je voulais en parler pour que les autorités prennent compte de cette problématique qui touche énormément des femmes. Et non seulement des femmes, ça touche des jeunes filles. En temps normal, j'ai appris qu'il y a des jeunes filles qui ne vont pas à l'école durant leur période de menstruation parce qu'elles n'ont pas des serviettes hygiéniques et donc elles préfèrent rester à la maison plutôt que d'aller à l'école et voilà, voir leurs vêtements tachés et voir que les gens se moquent d'elles. Donc c'est quand même un problème grave, vous vous rendez compte? Chaque mois, des filles doivent manquer une semaine d'école parce qu'elles n'ont pas de serviettes hygiéniques. C'est un non-sens pour moi. C'est une réalité en Belgique, cette affaire? C'est une réalité en Belgique. J'ai aussi vu que c'était une réalité en France. C'était D'accord. aussi une réalité en France parce que j'ai comparé. Après, c'est une réalité en France, c'est une réalité en Belgique. Il y a des filles qui manquent l'école chaque mois. Donc vous imaginez, en moyenne, une fille a ses règles 3-4 jours. Donc 4 jours de manque d'école, pendant un mois, vous imaginez le retard qu'elle accumule. Donc, ce qui fait que demain, elle partira encore avec un handicap par rapport à ses collègues masculins ou à ses collègues féminins qui ont des moyens. Et donc, elle va encore perpétuer ce système d'être marginalisée parce qu'elle n'aura peut-être pas réussi les cours, qu'elle va peut-être doubler ou qu'elle va pas... elle n'aura pas assez de moyens pour pouvoir continuer ses affaires. Donc, ça devient un cercle vicieux de la précarité. Donc, ça va commencer dès le jeune âge. Et comme on n'aura peut-être pas fini ses études parce qu'on aura raté beaucoup de cours, qu'est-ce qui fait que c'est ce qui fera que ces personnes ou ces jeunes filles ne pourront pas accéder à des études supérieures et donc elles vont continuer dans l'engrenage de la précarité. Si vous, Et donc,
Si vous le permettez, Madame Mandela, parce que là, vous êtes en train de parler de précarité. Donc, Oui, si j'ai bien compris un petit peu votre raisonnement, surtout notamment dans cette période de Covid, comme on l'a dit ensemble, il y a aussi un changement de mode de consommation chez les gens à faible revenu. Bien ah, mais entendu. tout Donc, à fait. ils n'ont pas le choix, autrement dit. Ah, Et, et selon vous, si j'ai bien compris, il n'y a pas ce qu'on appelle un veille ou bien surtout un veille, hein, donc un veille des autorités et notamment sur ce point spécifique, hein, notamment pour les femmes. Mais il y a d'autres oui, madames qui peuvent dire autre chose et j'aimerais bien avoir votre avis. Ça se peut que cette affaire aussi périodique, hein, des femmes que chaque mois oui, subissent, aussi il y a un problème de dialogue familial ou voire oui, même dialogue en éducation nationale. Comment vous oui. voyez-vous, selon votre expérience, et notamment en Belgique? Ben, oui, c'est vrai que on a parlé des précarités menstruelles, hein, donc des filles qui ne pourront pas aller à l'école, donc qui n'oseront pas les dire ni à leurs professeurs, ni peut-être aux parents ou à la maman, parce que bah, ils voient bien que leur maman n'a pas de moyens, donc elle n'a pas acheté des serviettes. Et c'est là dans les familles précarisées, ce n'est pas seulement ces problèmes de serviettes hygiéniques, ça va plus loin. C'est tous les problèmes d'aborder les questions des femmes, de la puberté. C'est les questions d'aborder les questions sexuelles pour éviter en fait que demain, ces jeunes filles qui sont dans la précarité soient abusées dans leur faiblesse par peut-être des hommes malveillants ou qui leur promettent monts et merveilles. Et donc voilà, donc Ça vient d'où, madame? Spécialement parce que vous êtes en train d'évoquer quelque chose de très important. Et oui, s'agit-il d'une communication entre filles et mères, ou filles aux oui. grandes sœurs, ou bien ces filles, est-ce qu'elles ont un problème de communication avec les adultes femmes pour aborder cette puberté qui, bien entendu, qui change tout le monde, hein, change les garçons comme les filles. Tout le monde a passé par Oui, cette période. Est-ce qu'il y oui. a un réel problème de communication? Et cette problème de communication, comment peut-on la régler selon vous? Ben oui, il y a un problème de communication, surtout dans nos communautés d'origine étrangère. Il y a un réel problème de communication avec les parents, surtout avec les mamans, parce que ce sont des sujets tabous qu'on n'ose pas aborder. Mais comme on n'ose pas aborder ces sujets tabous à la maison, vu peut-être le contexte culturel ou le contexte tout simplement social, hein, ça peut être, il y a des Français, il y a des Belges aussi qui n'osent pas parler de ces problèmes avec leurs parents ou avec leurs grandes sœurs, parce qu'au risque de se dire, voilà, les parents, mais tu commences à en parler, pourquoi est-ce que tu n'as pas rencontré un garçon, tu vois. Donc, c'est un problème social, et ces problèmes, comme on ne sait pas le régler à la maison, parfois, ben je pense que l'école a un rôle à jouer. L'école a un rôle à jouer dans ce qu'on appelle l'éducation, c'est peut-être sexuelle ou l'éducation à la vie relationnelle et pour pouvoir aborder ces questions. En Belgique, on a mis en place un système de ce qu'on appelle l'EVRAS. EVRAS, c'est quoi? C'est l'éducation à la vie relationnelle et sexuelle. C'est dans des écoles, déjà à partir de l'école primaire, où on aborde les questions liées au corps, liées à la puberté, pour les élèves qui sont au lycée ou au collège. Et ça se passe soit en classe, en tout cas, il y a des heures qui sont prévues par la loi pour cette éducation-là. Donc, soit ça se passe en classe avec tous les groupes mixtes, garçons et filles, puis Mhm. à un moment, les filles partent à côté ou les garçons de leur côté pour aborder des problèmes spécifiques qui sont liés soit aux garçons, soit liés aux filles. Et c'est très important de pouvoir mettre ça en place, de continuer à renforcer ces genres de choses. Et si ce n'est pas mis en France, en tout cas, moi, j'exhorterai le ministre de l'Éducation français à mettre ça en place. Pourquoi? Parce que ça aide énormément nos jeunes. Ça évite que nos jeunes aillent bon, voilà, dans leur puberté, bah, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à rencontrer peut-être des gens malveillants qui leur promettent monts et merveilles, et ça évite des maladies sexuellement transmissibles, et ça leur permet en fait de pouvoir peut-être mieux comprendre leur corps, de prendre la mesure de la chose pour ne pas entre guillemets faire, je dis entre guillemets, hein, faire des bêtises. Donc c'est vraiment très très important et ça aide aussi à lutter contre les suicides des jeunes. Et ces suicides, parfois
ces Mhm. suicides viennent aussi du fait qu'il n'y a pas de dialogue à la maison par rapport à des sujets entre guillemets tabous qui touchent au corps humain, qui touchent à la sexualité et qui touchent Et donc voilà, et dans les écoles, cette éducation à la vie relationnelle et sexuelle est très important. J'entends bien hein, les gens pour dire la vie sexuelle, mais ce n'est pas comme on l'entendrait comment dire, de manière vulgaire. Non, c'est vraiment un programme qui a été étudié. Ce sont les infirmières des centres de centres scolaires, ce que nous on appelle ici les PMS, qui viennent expliquer. Ce sont des psychologues, ce sont des sociologues, c'est vraiment des spécialistes de la santé du corps qui viennent, et même des psychologues, qui viennent en parler avec les jeunes dans des groupes. Et ça permet vraiment de libérer la parole. Et quelque part, ça permet aussi avec les parents qui n'osent pas parler ou qui doivent chercher des gens pour pouvoir discuter ou parler avec les enfants, quelque part ça allège aussi ces poids au niveau des parents pour pouvoir en fait aborder cette question avec leurs filles. Et je sais que c'est très très difficile. Les garçons, entre guillemets, dans les communautés d'origine étrangère, on laisse un peu en se disant, bon voilà, de toute façon, ce sont des garçons, donc ils vont y travailler, mais ils vont rien faire, mais c'est toujours le poids par rapport aux filles, et ces genres de formations, ces genres de cours donnés à l'ensemble de nos adolescents et même de nos enfants est bénéfique. Effectivement, madame, hein, donc le souci qui se pose, donc c'est un souci familial et aussi éducation nationale. Oui, On l'a dit, hein, donc le Covid n'arrange pas les choses non plus. Hein, donc il y a aussi, non du tout. Ouais. les gens sont confinés, les gens discutent rarement, et aussi proie aux réseaux sociaux. Oui. Il faut pas l'oublier non plus. Donc, Ah, mais selon vous, madame, si vous le permettez, euh, quel conseil vous pouvez donner à des mères pour communiquer dans un premier temps avec leurs jeunes filles? ben, la première des choses, c'est une maman, c'est quand même un peu la garante, la personne sur qui on peut compter à tout moment, quelles que soient les difficultés qu'on a. Les enfants viennent toujours vers la mère. Ma mère, elle a chez elle une petite plaque comme ça où il est écrit l'asile les plus sûrs, c'est les cœurs d'une mère. Exact. Et donc, moi, j'ai retenu cette phrase-là parce que avec une maman, on peut normalement parler de tout, mais dans le respect, bien entendu, des normes, entre guillemets. Mais moi, je conseille aux mamans, quand vous avez vos enfants qui grandissent, surtout des jeunes filles, prenez-les à part, allez vous promener avec elles et parlez. Parlez tout simplement en disant voilà, quand elles vont commencer à avoir leurs règles, les règles, c'est ça. Il faut une bonne hygiène, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on a des règles, pourquoi est-ce que il faut bien se soigner parce que ça peut amener des infections. C'est commencer comme ça, rien qu'avec ces petits éléments-là, et donner la confiance à ces enfants en disant voilà, vous avez un problème, quel que soit le problème que vous avez, venez m'en parler. Mais il faut en parler dans le respect. Les enfants doivent aussi respecter les parents pour pouvoir bien leur parler. Il ne faut pas revenir comme ça, comme on voit un peu dans des films, leur balancer du Mm. tout et n'importe quoi à la figure, ça fait mal. Mais il faut vraiment quand même trouver un espace de dialogue. Mais c'est aux mamans de commencer. Quand les mamans commencent à parler avec leurs filles de l'intimité, eh ben, elles verront que les filles reviendront vers elles et en toute confiance avec ces respects-là et même parfois avec des craintes pour leur parler des choses, demander conseil et des choses comme ça. Bon voilà, c'est vrai qu'on est tous des humains, on est tous passés par là. On ne dira pas tout à nos mamans, on ne dira pas tout à nos pères ni à nos grands frères, si ce sont nés des garçons ou des filles, mais à un moment donné, quand on a eu la confiance, on peut déjà poser des questions. Et quand votre mère vous dit, vous savez, quand vous avez des règles, parce que souvent les jeunes filles, ça c'est quoi? Ah ben non, c'est pas grave. Non. Pourquoi est-ce qu'on a les règles? Ben, vous passez le cap de l'enfance à l'adolescence. Vous devenez, entre guillemets, une femme. Avec vos règles, vous pouvez tomber enceinte. C'est ça en fait. Quand vous avez vos règles, c'est votre corps qui change. Il y a une mutation qui se fait avec le risque de tomber enceinte. Donc,
parlez-en aux enfants, faites attention, quand vous avez ça, enfin, quand vous passez à ces stades-là, vous devenez, entre guillemets, une femme susceptible de tomber enceinte, et puis comme ça, on peut éviter des grossesses précoces, on peut éviter des avortements clandestines qui se terminent mal, et des choses. Donc voilà, je crois qu'il faut, quand on donne une explication, il y a un enfant qui comprend, ah bon, voilà, c'est ça. Donc c'est, si j'ai mes règles, si je couche avec un garçon, et donc vous retardez comme ça, en fait, quelque part, ben voilà, ces besoins ou ces désirs des filles de pouvoir peut-être avoir des relations avec des garçons qui, eux, ben, les garçons s'en foutent hein, du moment qu'ils ont une relation avec une fille, et ce sont souvent les filles qui payent. Et donc voilà, je pense que la maman, c'est elle qui doit commencer à aborder la question avec sa fille, avec tendresse, et donner la confiance et appeler son enfant pour dire voilà, venez me parler. Même aussi avec des garçons, hein, une maman peut dire voilà à ces garçons, on est là. Si vous avez un problème, vous devenez des ados, vous rentrez dans la puberté, si vous ne savez pas me parler parce que je suis maman, je peux comprendre, ben, osez parler avec votre père. Si vous avez un grand frère, parlez à votre grand frère. Si vous avez un oncle ou une personne, un adulte de confiance, vous pouvez aborder la question. Mais, et en parler en disant, voilà, il faut vraiment trouver un adulte de confiance pour pouvoir en parler parce que dans notre société aujourd'hui, ben, parfois les enfants sont naïfs et les adultes, quand les enfants viennent parfois se confier, d'autres, hein, pas les parents, d'autres adultes, quand les enfants viennent se confier à eux, ils peuvent utiliser cette fragilité, cette vulnérabilité pour en abuser. Donc vraiment, si la maman commence à parler à ses enfants en lui disant, voilà, il y a des personnes de confiance et les choses vont aller tout doucement. Et donc, je donne un exemple aussi. On voit aussi aujourd'hui, maintenant, les langues se délient. Dans les clubs sportifs, nos enfants, les garçons qui font du foot, il y a des attouchements de la part des adultes qui leur disent, si vous le dites à vos parents, on va vous tuer et tout ça. Mais un enfant qui n'a pas de dialogue avec ses parents ne viendra jamais le lui dire. Voyez-vous? Mais par contre, quand il y a un dialogue qui s'est instauré, moi je dis toujours à mon fils qui fait du foot, mais s'il y a quelqu'un qui te touche ou quoi, qui vient te dire que non, si tu le dis à tes parents, je vais les tuer, c'est faux, viens me le dire. Et tout, parce que dès l'instant où toi tu me le dis, directement, soit je vais à la police, et en plus moi j'ai une grande famille, donc ça va être on va en parler en famille, et c'est nous qui allons trouver le monsieur, c'est pas lui qui va nous faire du mal, c'est pas, donc voilà, et c'est rentré, ça rentre comme ça dans le mental de l'enfant, il sait que le jour où le monsieur ou je ne sais pas qui viendra l'embêter, il viendra en parler à sa maman, tout gentiment, et puis il n'aura pas peur de ces messieurs, des mensonges de ces messieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un dialogue. Pourquoi? Parce que les parents lui ont dit, on est là, quel que soit le problème, viens nous en parler. Il faut dialoguer avec les enfants. Et c'est les parents qui doivent commencer. C'est le conseil que moi je donne. Commencez à dialoguer avec vos enfants. Ne pensez pas, un sujet tabou, plus il est tabou, plus les enfants sont curieux. Ils ont envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et si ça se passe à la maison, ben, ils vont en parler dans la discrétion, gentiment, avec la confiance, et vous verrez que les choses vont aller beaucoup mieux que si on laisse les enfants tout seuls et qu'on s'était. Ça crée des dérives. Exactement, dans un monde où les prédateurs sont nombreux, hein, donc tout le monde le constate. Un dernier point, si vous le permettez, parce que vous avez évoqué quelque chose de très important. C'est un appel, si j'ai bien compris, un petit peu votre message sur votre page Facebook, c'est la mise à disposition, voire la gratuité d'une manière assez importante de cette serviette hygiénique qui permettra à la femme d'être plus sûre d'elle-même et plus propre, mais surtout d'une manière un petit peu, comment dirais-je, sanitaire, qu'il soit bien entretenu. Adressez-vous au ministère ou bien aux responsables gouvernementaux qui est en relation avec ce dossier de la femme, hein, donc, et aussi à l'éducation nationale, mais aussi quel message que pourriez-vous plaidoyer auprès des grandes sociétés qui font la fabrication de ces serviettes hygiéniques? Le plaidoyer que je fais, c'est demander cette gratuité aux autorités, et surtout, dans cette gratuité aux autorités, c'est de demander également de mettre ça, d'abord, au niveau des lycées ou des collèges, là où il y a des jeunes filles, pour que
eh ben, ces jeunes filles, quand elles ont des difficultés, qu'elles puissent se servir, comme on se sert des préservatifs. Aujourd'hui, il y a les préservatifs dans certains endroits publics, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des serviettes hygiéniques aussi? Donc ça, c'est la première des choses que nous demandons. Et la gratuité que nous demandons, c'est quoi? C'est de réduire éventuellement les prix, parce que je sais qu'il y a un prix, il y a un coût, de réduire les prix, le coût de ces serviettes hygiéniques au niveau du consommateur final. Ça veut dire quoi? C'est aux autorités publiques de négocier avec les entreprises qui créent ces serviettes hygiéniques pour que cela soit fait à des prix très très bas pour permettre à toutes les femmes de pouvoir en bénéficier. Savez-vous qu'une femme dès l'âge de, on compte à partir de 12 ans, en moyenne on se dit c'est à partir de 12 ans qu'on a ses premières menstruations, jusqu'à 55 ans, bon, savez-vous combien elle dépense? Elle dépense plus de 18 000 euros durant toute sa vie, rien que pour les serviettes hygiéniques, alors que l'homme ne dépense rien par rapport à ça. Et pourtant, pour moi, c'est quelque chose de naturel, de biologique. Donc, ça ne devait pas normalement coûter cher. C'est comme quand on respire, on ne peut pas demander à des gens d'arrêter de respirer. Comme on ne peut pas demander à des gens, on a tout le monde a soif. Vous avez vu le prix de l'eau qu'on boit est pas cher, c'est 1 euro, c'est 50 centimes. La serviette hygiénique, c'est tout aussi nécessaire pour une femme que de boire de l'eau. Donc, il faudrait peut-être aligner cela au prix soit d'une bouteille d'eau, parce qu'une bouteille d'eau, ben c'est à la portée de tout le monde. Et donc, ça, c'est le travail que les autorités, s'ils font passer une loi, doivent faire avec les industries, les multinationales qui fabriquent ces protections hygiéniques. Ou alors, s'ils achètent ça au prix plein, en tout cas, il faudrait qu'il y ait des chèques serviettes hygiéniques pour les femmes, qu'elles puissent acheter ça à des prix réduits, ou alors peut-être réfléchir au niveau des assurances maladie, de pouvoir soit te rembourser pour qu'on arrive en fait à permettre à toutes les femmes d'avoir. Mais en tout cas, notre combat, ça va être de réduire le coût de ces serviettes pour toutes les femmes qui peuvent se l'acheter, mais de rendre cette gratuité au niveau des institutions telles que les écoles, par exemple dans les entreprises, dans les toilettes publiques, ben voilà, qui est aussi des box pour les serviettes hygiéniques pour permettre à des femmes de pouvoir se protéger. Voilà. Madame Gisèle Mandela, je tiens à vous remercier infiniment, surtout après cet éclairage fort intéressant. Chacun de nous a une femme dans sa vie, bien entendu, il y a sa mère, il y a sa sœur, il y a son enfant. Et bien, il y a toujours une femme, et comme on dit, quel que soit l'homme, c'est l'enfant d'une femme. Donc, par définition, beaucoup de monde ont apprécié votre solidarité. À l'époque, on parle du 7/04/2019, auprès de porte-parole du gouvernement, Madame Sibiet Ndiaye, qui a résisté, qui a tenu bon, et votre solidarité a marqué plus qu'un. Et maintenant, c'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous encore au sein de cette émission pour annoncer, pour alerter les autorités dans les deux pays, parce que la Belgique et la France, c'est même pas 1 mètre de frontière. Donc, ce qui se passe en Belgique se passe en France, bien entendu. Attirer l'attention de nos responsables politiques, parlementaires, gouvernements, de tous bords, ministre de la Femme, mais ministre de l'Éducation nationale par rapport à cette spécificité, par rapport à ces jeunes filles. Et c'est très important qu'on prenne compte. Et surtout, et j'insiste sur ce point parce qu'on n'a pas trop parlé sur le plan collège, qu'il y a un dialogue, avec les infirmières, avec les psychologues. Ça ne risque qu'un entretien individuel. Donc ça, c'est très important. Mais à part tout un cours, mais à part toute une éducation au sens large du terme, ça ne risque que des entretiens individuels, ce qu'on appelle l'écoute par rapport à ces jeunes filles qui n'ont pas... Voilà. Et cette cellule d'écoute ne peut être que bénéfique pour tout le monde, pour la fille, pour le collège, pour la société et surtout pour la mère de demain et la femme de demain qui portera aussi le flambeau par rapport à telle ou telle valeur d'un tel ou tel pays. Madame Gisèle Mandela, ex-ministre belge, mais aussi ex-parlementaire, je tiens à vous remercier infiniment par rapport à cet éclairage et je vous dis à très bientôt.
Mais voilà, c'est à moi de vous remercier parce qu'il est très rare de voir des hommes qui contribuent, en tout cas qui soutiennent les causes de la femme. Et je voudrais vraiment saluer votre travail pour cet éveil des consciences. Et c'est toujours avec plaisir que je reviendrai pour aborder tous les sujets, en tout cas qui nous tiennent à cœur, que ce soit pour les hommes ou les femmes, nos enfants, la société. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Le plaisir est partagé et vous êtes la bienvenue comme vous le souhaitez. À très bientôt, madame. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible.